Bonjour à tous. Désolée pour le démarrage un peu. Voilà, faut caler les outils. Je suis Christelle Chapuis. Je suis directrice adjointe d'une direction qui s'appelle Diagonale, direction d'appui au pilotage au sein d'INRAE. Je vais laisser Céline se présenter. Et donc, je suis Céline Benoît, je suis responsable du service de la maîtrise d'ouvrage du SI Finance à INRAE. Et donc, nous allons vous faire cette présentation à deux voix de DICDASH que nous avons implémenté à INRAE, donc l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. On a démarré cette présentation avec juste quelques diapositives pour nous présenter très rapidement. Donc, on est le premier organisme de recherche spécialisé au monde en agriculture, en alimentation et environnement, et on est plutôt bien placé dans le classement mondial pour d'autres problématiques de sciences agricoles, sciences de l'animal, etc., jusqu'à l'écologie et l'environnement. Nous sommes organisés en 18 centres de recherche. On est en partenariat avec 33 sites universitaires. Donc, vous voyez sur cette diapositive l'ensemble de nos implémentations. Ça a de l'importance dans notre manière d'appréhender finalement nos indicateurs et la manière dont on l'implémente dans DICDASH. C'est pour ça que je vous en parle maintenant. De la même manière, en plus de nos implantations géographiques, nous sommes organisés en départements scientifiques. Nous en avons 14 qui sont eux-mêmes composés d'unités de recherche, de services et d'expérimentation. Donc, on en a 268. Donc, on a une organisation qui est très matricielle et on a un fort besoin d'indicateurs à tous les échelons de notre organisation, donc l'unité, le département, le centre de recherche et puis le niveau le plus macroscopique qui est celui de l'établissement. Et c'est un peu ça qui a guidé nos différentes réflexions, que ce soit Céline ou ma direction, pour mettre en place les indicateurs dans DICDASH. Alors jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, finalement, quand on voulait produire des chiffres clés, on avait finalement le recours à notre rapport d'activité avec des choses qui étaient très statiques, représentées un petit peu sous la forme que vous voyez à l'écran. Donc on était loin d'une présentation dynamique et on va dire sympathique à la navigation, et d'où notre travail collectif avec la direction financière, ma direction et d'autres directions métiers pour implémenter une nouvelle solution, et nous avons choisi DICDASH pour cela. Alors, historiquement, on avait un reporting qui s'appuyait sur Business Object et qui s'appuie toujours sur Business Object, qu'on utilise toujours pour le moment pour répondre à certains autres besoins. On a une petite dizaine d'acteurs qui ont des accès directs et autonomes sur BO et qui font des requêtes sur différents univers, et notamment des univers sur les effectifs, la formation, la prévention ou le système d'information financier. Aujourd'hui, la manière dont on utilise BO, c'est essentiellement pour des envois de mails avec des fichiers Excel qui sont envoyés aux directions métiers concernées, plutôt pour leur suivi opérationnel. Donc, on a des choses sur la RH et sur la finance essentiellement, avec soit des fréquences mensuelles, soit des fréquences annuelles pour les données financières. Et de ce fait, on fournit énormément de données depuis plusieurs années, mais on s'est rendu compte que ces données, finalement, elles étaient trop touffues, et du coup, trop d'informations tuaient finalement l'information, et ce manque d'ergonomie faisait que les utilisateurs savaient qu'ils avaient l'information, mais ils la consommaient pas très facilement. De fait, est né fortement, en même temps que les différents outils se mettaient en place aussi sur le marché, un fort besoin de tableaux de bord dynamiques, interactifs, à la fois pour faciliter nos analyses, faciliter notre suivi et bien évidemment aussi faciliter notre communication, que ce soit en interne ou en externe. Après une étude de marché en 2018, on a choisi DICDASH, avec quelques petits éléments techniques, et je m'en arrêterai là pour la technique parce que c'est pas mon domaine, mais actuellement on est sur la version 2019 R1, on va pas tarder de passer en 2020 R1, donc on fait une montée de version annuelle. On est connecté à notre système d'information décisionnelle. Donc, notre système d'information décisionnelle est en lui-même interfacé avec les bases de données métiers. Mais l'avantage d'être connecté entre DICDASH et notre système d'information décisionnelle, c'est que ça intègre toutes les règles métiers qui ont été implémentées dans ce décisionnel et d'avoir des règles métiers du coup homogènes.
Par contre, on a une autre particularité, c'est qu'on est aussi connecté avec Digdash sur notre SI financier directement. Et là, dans ce contexte-là, on utilise des données encore vivantes, puisque toutes les nuits, on charge une copie de notre base de données de production du système financier du coup, on donne l'accès à des informations qui sont très très récentes pour faciliter les analyses et le suivi. Voilà. Et on est connecté en JDBC, m'a dit notre spécialiste, à des bases Oracle. Aujourd'hui, on couvre principalement deux besoins. Donc, c'est ce qu'on a fait en à peu près 1 an et demi de travail sur Digdash. On couvre des chiffres clés d'établissement qui sont à destination du top management de l'établissement. L'objectif étant de piloter et de communiquer avec ces chiffres clés. Et on couvre également tout un panorama de données sur les finances et les achats, donc les données financières à destination d'un public de comptables, d'acheteurs, de gestionnaires de laboratoires. Et donc là, particulièrement, comme je vous le disais précédemment, on adresse des données vivantes qui peuvent changer d'un jour à l'autre, hein, bien évidemment, puisqu'elles peuvent être corrigées, complétées, etc. d'un jour sur l'autre. Et l'objectif étant de faciliter la gestion et le pilotage par les comptables, les acheteurs et les gestionnaires de laboratoires. Alors, comme vous le voyez également sur la petite vignette technique, on se sert également d'un espace audit pour faire toute la gestion de nos comptes et faire le suivi finalement des connexions sur notre plateforme. Alors, ce qu'on va vous proposer avec Céline maintenant, c'est une démonstration de notre implémentation avec les différents, trois segments de présentation sur les 5 lots qui ont été jusqu'à présent mis en œuvre dans Digdash pour les données financières. Donc avec un lot 2, 3 et 4 que nous allons vous présenter, enfin plus particulièrement Céline, avec la démonstration, et je vais essayer de basculer sur l'autre écran pour lui passer la parole. Alors, hop, normalement maintenant, vous voyez mon écran de Digdash. Donc là, je vous connecte directement sur notre base de données sur notre base de développement. On a 3 environnements, un environnement de développement, un environnement de pré-prod et un environnement de production sur lequel on évite généralement de faire les présentations. Céline, si je ne me trompe pas, alors attendez, parce que du coup, je m'étais mis mon mémo, puisqu'on va faire un seul écran, et c'est moi qui vais faire la navigation. Céline, normalement, tu as la main pour démarrer sur le lot 2 des achats. D'accord. Allô? Oui, tu peux y aller. D'accord. Donc, en effet, au niveau du domaine finance, on a choisi d'utiliser Digdash pour faire du pilotage plutôt opérationnel. Donc, ça se rapproche plutôt du reporting plus que du décisionnel. Alors, je ne sais pas si on a dévoyé l'outil ou si on l'a utilisé autrement, mais donc voilà, il faut voir la démonstration que je vais faire sous ce prisme-là, c'est-à-dire sous un prisme vraiment de reporting. Donc, c'est un reporting qui s'adresse à des gestionnaires ou à des acheteurs, et donc pas du tout au management ou au top management. On a une entrée, comme vous l'avez dit, Christelle, donc par métier. Donc, sur les slides, enfin sur la présentation d'avant, vous avez vu des petites icônes, et chaque icône correspond à un métier bien défini au sein d'INRAE. Donc, on a commencé le projet en 2018 par deux lots. Donc, un lot qui s'adressait aux comptables et un lot qui s'adressait aux acheteurs. On a commencé donc par ce public-là, puisqu'il s'agissait en fait de domaines où il existait déjà des reportings, alors qui pouvaient être faits sous BO ou voire manuellement. Donc, on s'est inspiré de ces reportings existants pour les intégrer dans Digdash, avec bien sûr toute la plus-value que peut nous apporter Digdash. Donc sur le lot achat, donc c'est le premier lot qu'on a
qu'on a développé. Donc, on a essayé d'utiliser les fonctionnalités de DigDash. En essayant de faire des moyennes, vous voyez là le montant moyen de facture, des taux par rapport à l'ensemble des données. On a fait des présentations en tableau. On a également essayé de faire des graphes. On a utilisé les fonctionnalités de Podium. Là, on voit le top 5 des centres, le top 10 des fournisseurs, pardon. Donc voilà, sur les premiers lots. Donc on a essayé, tout en nous inspirant de ce qu'on avait nous en reporting existant, d'utiliser les fonctionnalités de DigDash pour améliorer l'existant. Si on passe sur l'onglet données achats, si on y est, données achats, analyse achats, voilà. Donc voilà, là c'est un des exemples. Donc on a essayé d'utiliser par exemple les histogrammes. Vous avez toujours la possibilité donc de filtre sur la zone droite de DigDash. On va voir plus tard qu'on peut avoir également plusieurs zones de filtre qui commandent différents tableaux. Donc là on a un filtre pour ce tableau-là. Et donc on a également, alors ça c'est quelque chose, une demande qu'on a eu beaucoup, mais parce que comme je vous l'ai dit, on est sur une optique reporting plus que décisionnelle en fait. Les utilisateurs voulaient toujours avoir la donnée en tableau en fait, en plus des graphes. Donc c'est pour ça que là, si on va sur l'onglet juste à côté qui s'appelle Analyse thème achat, le tout sous-onglet, voilà. Vous voyez donc la donnée en tableau qui peut être donc extraite et retravaillée après. Et ça, c'est quelque chose que nos utilisateurs apprécient beaucoup. Et également, alors pas tant sur les tableaux, mais plus sur les graphes, également l'extraction en PPT. Parce que ça leur permet de pouvoir extraire les graphes et après de les retravailler pour des présentations à leurs équipes ou à leur management. Donc voilà pour ce premier lot. Donc les deux premiers lots en fait ont été construits à peu près de la même manière. On a essayé d'utiliser donc voilà toutes ces modalités que nous offrait DigDash. Après, on est passé à une autre phase de projet sur un lot qu'on appelle établissement, donc qui était à destination du service du budget de la direction financière de l'établissement, et un lot qui était à destination des gestionnaires de contrats de recherche et de projets de recherche. Et donc là, on avait un public qui était beaucoup plus technicien, qui connaissait beaucoup mieux la donnée. Et finalement, les besoins étaient un peu différents. Le souhait, en fait, était plutôt de donner à ses utilisateurs une plus grande latitude dans la manipulation des données. Et donc là, sur ces lots-là, en fait, on voit beaucoup moins de graphes, mais beaucoup plus de tableaux croisés dynamiques qu'on a mis en place dans DigDash et dont la manipulation est beaucoup plus aisée que dans Excel. Et la manipulation est beaucoup plus aisée et en plus, on peut manipuler beaucoup plus, un plus grand nombre de données beaucoup plus facilement. Donc là, par exemple, sur ce tableau-là, qui est un tableau donc de suivi du budget au niveau établissement, qui est dans un premier temps quand même assez touffu. En fait, on peut voir qu'on peut le simplifier assez facilement grâce à DigDash. Donc, par exemple, là, je suis en AESCP, je ne peux prendre que voilà que les AE. Donc sur la colonne, finalement j'étais en nature budgétaire, je choisis d'être plutôt en origine budgétaire. Sur la ligne 1, je choisis d'avoir une représentation donc par centre.
Donc c'est nos centres géographiques hein, sur l'ensemble de la France. Et puis finalement, ce tableau me va et je n'ai pas besoin d'autre chose. Et donc sur la ligne 2, je vais sélectionner aucune. Voilà. Et donc voilà, très simplement en fait, j'ai recréé un tableau complètement différent de ce qui existait, qui veut dire complètement autre chose, qui représente un objectif complètement un objectif métier complètement différent, une vue métier complètement différente. Et donc tout ça grâce à DigDash. Et donc ça, c'est quelque chose qui a été très apprécié par notre direction financière, parce que ça leur donne la possibilité, alors comme toutes les directions financières, hein, ils gèrent beaucoup de tableaux Excel, ils gèrent beaucoup de données, et donc DigDash leur donne la possibilité de gérer cette donnée déjà sans source d'erreur, et puis de manière très simple et sans retravail excessif. Et donc ça a vraiment été un plus énorme. Alors, donc, on ne va pas vous le montrer, mais sur les projets et les contrats de recherche, en fait, on a fait exactement la même chose. On a donné la possibilité aux personnes, aux utilisateurs, de gérer en fait leur propre tableau. Alors entre guillemets, hein, puisque bon, ce n'est pas des programmateurs. Hein. Ils ont juste un peu plus de latitude en fait sur la présentation, de leur tableau, sur le même système donc de tableau croisé dynamique. Juste, je voulais vous préciser, bon, on a bien sûr ces tableaux croisés dynamiques, mais on a également toujours la possibilité de filtre, donc sur le côté. Voyez. Et donc là, voilà, il y a quand même un grand panel de filtres qui permet également de cibler beaucoup mieux la donnée attendue. Voilà. Pour pas alourdir la présentation, on les a pas utilisés, mais c'est quelque chose qui est très utilisé par notre direction financière. Voilà, en fonction de ce qu'ils veulent vraiment faire ressortir sur leur tableau. Et toujours cette possibilité d'extraire facilement sur Excel, sur PPT, etc., pour les présentations. Donc voilà pour ces deux lots donc, qui se ressemblaient un peu dans leur construction. Je vais arriver au dernier lot. Alors c'est pas le dernier qu'on a développé, mais il est un peu à part puisque c'est le lot qui est à destination de nos gestionnaires de laboratoire. Donc c'est le public le plus important dans notre établissement. Donc chaque laboratoire qu'on appelle nous unité a un budget propre qui est géré par des gestionnaires donc en interne. Donc on leur a développé donc une partie propre à eux dans DigDash. Donc on a commencé par des chiffres clés. Donc voilà, alors c'est plus des indicateurs d'activité qu'on leur a mis à leur disposition, puisque comme de nombreuses administrations, on est amené à être audité. Et donc, ces indicateurs d'activité servent notamment sur ces audits. Donc, toujours la possibilité d'avoir ces filtres. Et puis, on a la possibilité aussi d'avoir, quand on passe sur les chiffres clés, donc les explications de ces chiffres. Voilà. On a mis des petites explications sur ce que contenaient les chiffres qui sont affichés dans des infobulles. Donc on va pas voir tous les onglets, hein, donc mais bon voilà, on a développé en fonction de l'activité d'un labo, hein, donc on a un onglet sur les projets, sur le budget, sur les missions, puisque on est un établissement de recherche, donc il y a beaucoup les chercheurs voyagent, se déplacent quand même assez régulièrement. Donc voilà, on leur a mis quand même un panel de tableaux de bord assez important en fait à leur disposition.
voilà. Donc là, on est sur les ordres de mission, on a les notes de frais, les délais de paiement sur les ordres de mission, etc. Si on va sur la consommation budgétaire, donc par contre, on va mettre un filtre, voilà, sinon on n'aura pas de valeur. Donc on va se mettre sur 2020, et puis on va prendre une unité. Donc là, on est sur des tableaux qui reflètent l'exécution budgétaire par rapport aux dotations. Donc on a choisi toujours de garder le filtre et d'offrir un choix quand même assez ouvert sur les filtres. Un peu pour la même raison que sur les autres lots, hein, même si c'est un peu moins développé, mais c'est pour leur donner quand même assez de latitude sur les données qu'ils peuvent avoir à leur disposition. Donc on a les filtres et on a également donc les dimensions en haut, voilà, à droite, qu'on peut modifier comme on le souhaite. Par exemple, là, si on était sur la dimension origine, on peut passer sur la dimension enveloppe. Et donc, on avait le budget consommé sur chacune des origines. Et là, on a le budget consommé par rapport à chaque enveloppe. Donc, les enveloppes, en fait, c'est des réservations de crédit identifiées par enveloppe. On peut également changer, par exemple, là on a les dépenses engagées, le budget disponible, le pourcentage consommé. Voilà, on peut n'avoir que le budget disponible, par exemple, si on veut. Voilà, et donc il suffit de décocher engagement et dépenses pour n'avoir accès qu'au budget disponible. Donc on peut faire évoluer comme ça. Il n'y a pas grand-chose. Voilà, c'est mieux. On peut faire évoluer comme ça le graphe. Et donc, comme toujours, vous avez le graphique. Et puis, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment une demande récurrente. On a le graphique et à côté, donc, on a le tableau qui reprend les données qui ont permis la construction donc de ce graphe. Si on va sur l'onglet récap dépenses et recettes, voilà. Alors, ça, on voulait vous le montrer. En fait, voilà, on a deux tableaux différents, donc un bloc dépenses et un bloc recettes. Et donc, chaque bloc, en fait, est régi par des filtres différents. Donc, vous avez les filtres de droite qui régissent le bloc recettes et donc le filtre de gauche qui régissent donc le bloc dépenses. Donc, on a cette possibilité-là, donc d'avoir plusieurs tableaux sur une même page avec les filtres. Et puis on a souhaité donc avoir donc des données macro donc sur les blocs dépenses et recettes et pouvoir permettre aux utilisateurs de pouvoir faire des focus sur ce qui est indiqué en macro. Donc en fait, vous avez donc des liens téléchargeables en bas de page, qui permet d'avoir le détail de ce qui est présenté. Par exemple, vous avez le budget total de l'unité, donc là qui est à 7 millions d'euros. Et donc dans mouvement budgétaire, vous pouvez avoir en fait tous les mouvements qui ont eu lieu sur cette dotation. Donc les mouvements de dotation pour le budget initial, pour le BR1, les mouvements d'ajustement, etc. Donc voilà, on a choisi en fait d'avoir cette vision macro et après de permettre aux utilisateurs de pouvoir faire un focus. Voilà, c'était alors voilà, on peut pas vous présenter tous les onglets, mais voilà les onglets un peu symptomatiques que je pouvais vous présenter aujourd'hui. Je pense que Christelle va reprendre la main sur les données établissements. Ça marche. Alors effectivement, comme Céline vous l'a dit, sur les données financières, on s'adresse à des gens qui aiment bien les chiffres et les tableaux et qui en ont un usage vraiment très très fort et une capacité à l'exporter très très facilement. Ce que je pourrais compléter par rapport à ce que vient de dire Céline, c'est que ces informations financières, finalement, elles étaient
souvent difficilement accessibles par le système d'information financière lui-même ou pas agrégés facilement. Et donc, de fait, c'est une vraie valeur ajoutée pour tous nos gestionnaires financiers, qu'ils soient comptables, qu'ils soient acheteurs ou qu'ils soient gestionnaires de budget dans des laboratoires. On a choisi de développer un autre lot qui s'appelle Chiffre Clé, qui s'adresse à un public complètement différent. L'ergonomie est complètement différente aussi. Et là, on s'adresse plutôt à notre top management, donc toute notre direction générale, nos présidents de centre, comme je vous le présentais tout à l'heure dans notre organisation, nos chefs de département, et puis quelques représentants métiers qui sont souvent amenés à communiquer un certain nombre de choses. Donc là, on vous présente finalement des données de type un peu plaquettes qui ont l'avantage en plus d'être navigables. Donc on a choisi de développer un premier lot de chiffres clés d'établissement pour capitaliser aussi, comme l'a fait Céline dans son périmètre, capitaliser un petit peu sur notre existant, donc notamment sur un certain nombre de choses qu'on avait avec BO et qu'on a choisi de déplacer dans Digdash pour les rendre plus dynamiques, plus sympathiques et plus consommables facilement. Donc on a sur cet écran notre vision annuelle avec un certain nombre d'onglets que je vais vous montrer rapidement, des données financières très macroscopiques, des éléments sur notre organisation structurelle, et puis quelque chose qu'on n'avait pas du tout jusqu'à présent, un segment sur notre capacité d'internationalisation que je vais vous montrer juste après. Alors sur les données RH, je vais plutôt me mettre sur les données mensuelles, puisqu'effectivement on a fusionné au 1er janvier 2020 INRA et IRSTEA pour donner INRAE, et donc on a une très très forte augmentation de notre périmètre de population. Donc INRAE, c'est quasiment 11 000 personnes entre ses titulaires et ses contractuels. Et de fait, ce changement de périmètre finalement a nécessité pour le top management d'avoir des informations très très à jour et très facilement consommables. Donc on a un certain nombre d'indicateurs qui servent souvent à notre top management sur notre répartition en corps et grade pour les titulaires. On a la capacité à naviguer à l'intérieur des différents grades. Ici, on peut revenir à la répartition par corps. On voit au survol de la souris les ETPT versus les personnes physiques et les pourcentages. On a donc toujours cette capacité de survol. Ici, on a des capacités sur les top 5 de nationalité. Donc, on a cette préoccupation d'internationalisation. Donc, on regarde un petit peu ce qui se passe dans nos nationalités de chercheurs, par exemple, et on regarde finalement les différents critères. Donc, on a des seuils avec des couleurs différentes qu'on va retrouver ici. Ce que je vous ai pas dit aussi, c'est qu'on a le même mécanisme que ce que présentait Antoine tout à l'heure, avec le petit point d'interrogation qui permet de donner un certain nombre de définitions ou de descriptions qui s'affichent ici à l'écran pour rappeler un certain nombre d'acronymes. Et puis ici, on a des données sur nos contractuels avec quelque chose qui nous est très utile. Au clic de la souris, on a tout le détail, puisqu'ici, dans l'anneau, on a des natures agrégées de contractuels, et ici, on a tout le détail. Qui nous permet vraiment d'aller plus loin et d'exporter, comme on le disait tout à l'heure, les données si on veut éventuellement refaire autre chose derrière. On a proposé finalement les différentes matrices selon nos organisations, donc notamment par exemple sur les départements, on propose le même mécanisme de visibilité avec ETPT personne, donc on peut tout à fait sélectionner ETPT ou personne. Ici, nous avons donné la possibilité, de la même manière que ce que vous montrait Céline tout à l'heure, une capacité à filtrer sur un certain nombre de choses, et notamment par exemple ça peut servir à notre DRH ici, par exemple, sélectionner tous les apprentis qu'on a dans la maison au mois d'août 2020. Donc là, je suis sur une base de dev, mais on recharge tous les mois les données du mois précédent. Donc là, au 26 novembre, nous n'allons pas tarder de charger les données du mois de novembre, mais actuellement, en production, nous avons les données du mois d'octobre qui sont chargées. Et ici, comme vous le voyez, pour une DRH qui veut savoir en temps réel combien d'apprentis sont dans la maison et du coup faire le lien avec notre stratégie en matière d'apprentissage, on voit qu'on peut faire ça très très facilement et l'interpréter en fonction de nos différents départements de recherche. On a la capacité également à voir mensuellement notre masse salariale et d'appliquer un certain nombre de filtres aussi par type de population, par département de rattachement ou par centre.
Donc là, on est sur des données qui sont vraiment macroscopiques, qui permettent vraiment d'avoir une situation qui permet de répondre à une sollicitation ministérielle ou autre sur notre répartition par genre, notre répartition en ingénieurs scientifiques, techniciens, etc. et de répondre très très facilement la même donnée à différentes sollicitations, puisque jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, finalement, on pouvait avoir des incertitudes sur les chiffres qu'on communiquait potentiellement à l'extérieur selon les sources de données qui étaient utilisées. En matière financière, on n'a pas encore fait grand-chose en termes de chiffres clés, mais ce que Céline présentait permet de répondre largement aussi à ces besoins-là. Ici, au niveau très très macroscopique, vous voyez notre budget 2019 qui faisait 885 millions d'euros en crédit de paiement, et on a la répartition par subvention d'État et par ressources propres, et avec la capacité de la même manière ici par les filtres à se distinguer par les départements et par centre selon les besoins notamment de discussion sur les sites. Alors quelque chose qu'on ne restituait pas du tout jusqu'à présent, c'est notre organisation en structure. Donc vous voyez ici qu'on a mis un certain nombre de KPI ici dans le premier onglet. Pour le coup, on n'a pas du tout prévu d'historisation de notre organisation en structure. On est vraiment sur une annualité et avec une capacité d'export pour ceux qui en auraient besoin. Et on a proposé un certain nombre de choses pour que chacun voit exactement comment on était organisé en termes d'unités d'appui, d'unités expérimentales, d'unités mixtes, etc. Et au passage de la souris, on peut plus facilement lire les légendes si on ne voit pas que c'est en bas, et on a la capacité ici à exporter la liste des unités qui sont concernées et les exporter de la même manière, comme je le disais tout à l'heure, en fichier Excel pour le coup. Voilà. On a de la même manière une visibilité sur nos partenariats académiques. Donc on voit les départements qui sont les plus impliqués en termes de partenariat avec des partenaires académiques. Et de la même manière, on peut cliquer sur ces données-là très très facilement et voir quels sont les différents partenaires qu'on a avec quelles unités. Donc ça, c'est quelque chose qu'on avait vraiment à plat auparavant dans des fichiers Excel. Et là, vraiment, le top management apprécie vraiment, notamment pour le PDG quand il se déplace sur un centre, voir quels sont les partenaires en local, ne pas faire d'impair sur les discussions en local. Et de la même manière, dans les discussions avec les départements de recherche, voir quels sont les points à concentrer dans les dialogues stratégiques. Dernier élément qu'on n'avait pas du tout sous cette forme-là, ou en tout cas qu'on gérait avec une espèce de carte à plat dans un PowerPoint, c'est le positionnement de tous nos instruments à l'international. Donc on parle de laboratoire à l'international, de réseau de recherche international ou d'appel à mobilité croisée. Et donc de fait, on a positionné sur une carte du monde nos différents instruments qu'on retrouve ici, et on a la capacité de filtrer par pays. Par exemple, pour voir quels sont les différents laboratoires ou instruments à l'international. Donc là, on a une capacité potentiellement à vous rendre malade en fonction des zooms qu'on fait, puisque notamment sur Pékin, il faut zoomer assez finement pour voir la répartition des différents laboratoires sur Pékin. Et de fait, pour être sûr que, parce que là, on a 5 points sur Pékin qui sont quasiment superposés, parce qu'à l'échelle de la carte, du coup, on est quasiment sur une superposition. On voit ici les différents laboratoires qui sont concernés et avec une capacité de manière dynamique à charger ces différents laboratoires, donc les 9 laboratoires qui sont sélectionnés, et avoir toutes les informations qui les concernent. Donc là, on a vraiment un vrai gain sur une zone du monde donné pour accompagner notre top management et prévoir un certain nombre de voyages stratégiques à l'étranger quand on peut le faire notamment, et d'avoir des discussions qui sont vraiment objectivées avec les éléments d'instruments à l'international. Voilà. Donc pour autant pour les autres onglets, on est vraiment adossé à notre système d'information décisionnelle, comme je vous le disais tout à l'heure. Autant pour cet onglet spécifique de l'international, là, ces données-là sont pas encore dans un système d'information institutionnel. Donc là, on charge un fichier Excel à jour régulièrement et qui permet d'ajouter les points supplémentaires en fonction des signatures qu'on a de ce type d'instrument. Voilà. Donc voilà ce qu'on souhaitait vous présenter avec Céline côté INRAE. Il reste, si je ne me trompe pas, 5-6 grosses minutes pour des questions éventuelles. C'est ça, tout à fait. Merci Christelle
Et merci Céline pour votre intervention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans l'onglet questions, en tout cas pour qu'on puisse les voir et y répondre. Il y a une question, je ne sais pas si vous y avez accès aux questions de Christelle, si vous les voyez. Non, pas du tout. Non, alors donc en fait on vous demande quel logiciel vous utilisez pour la finance. C'est PeopleSoft de chez Oracle. Donc on fait vraiment le lien du coup entre Digdash et les bases de données Oracle. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, moi je veux bien poser une question, c'est peut-être expliquer d'un point de vue organisationnel comment fonctionne entre guillemets, le développement de ces tableaux de bord. Est-ce que c'est centralisé? Est-ce que c'est est-ce que vous avez des groupes, on va dire, de travail? Comment est-ce que vous assurez que les besoins des métiers sont répondus correctement? Oui, alors effectivement, alors je vais répondre pour ma partie, je vais commencer, puis après Céline, je te laisserai la parole. Alors sur ces chiffres clés établissements, pour l'instant, on a repris finalement les productions qui existaient sous des formes différentes et dispersées et utilisées avec d'autres outils, donc notamment BO ou des fichiers Excel qui traînaient par-ci par-là, issus des bases de données métiers. Donc on s'est pour l'instant sur ces chiffres clés établissements contenté entre guillemets de reprendre ce qui avait été déjà défini par les besoins et de l'implémenter. Par contre, comme vous le voyez ici, on a un autre onglet qu'on est en train de développer sur notre base de développement, donc nos chiffres clés de département. Et là, pour le coup, on a vraiment fait des groupes de travail avec les métiers concernés, donc dans les départements de recherche, pour voir avec eux quels étaient les indicateurs qu'ils souhaitaient voir apparaître et avec quelle profondeur de navigation on pouvait proposer les indicateurs. On réalise les cahiers des charges avec eux, à la fois en termes voilà, de profondeur de navigation, de critères, et y compris sous la forme à obtenir, donc des histogrammes, des camemberts, des jauges, etc. Donc on définit tout ça avec eux. Ensuite, on développe dans ma direction. Après recette et puis recette avec les métiers et puis passage en pré-prod et passage en prod en fonction des différents lots qu'on a développés. Donc c'est assez classique et on a beaucoup ce système itératif en lot sur les chiffres clés établissements. Là notamment, on a plein d'autres petits onglets qui vont arriver, notamment sur les problématiques de partenariat qu'on n'a pas encore développé, ne serait-ce que parce que là effectivement il faut qu'on crée davantage de groupes de travail. On est un peu moins mûr sur la représentation en indicateur sur ces partenariats. C'est un peu plus complexe aussi en termes de notions métier. Et donc, de fait, là, on a l'outil en essayant au maximum d'éviter l'effet tunnel. Donc, on montre ce qu'on sait faire au fur et à mesure et par l'effet de la visibilité, ça donne des idées pour d'autres productions, d'autres ajouts et d'autres manières de représenter. Céline, pour la partie financière. Non, mais pareil, c'est assez classique. Hein. Bien sûr, on est sur des groupes de travail. En revanche, nous, on maquette assez vite sur la dev parce qu'on s'aperçoit que les utilisateurs ont du mal à se projeter, même s'ils ont déjà en fait, généralement, ils ont des tableaux Excel, donc ils ont vraiment beaucoup de mal à se projeter sur des histogrammes, des choses assez visuelles. Ça, c'est vraiment des choses qu'on a du mal à sortir en groupe de travail. On est même obligé parfois de faire des propositions nous-mêmes en fait sur des maquettes, en dev, pardon. Et donc voilà, oui, groupe de travail, beaucoup d'itérations, et puis une recette finale avant la mise en prod. Mais je pense, en tout cas moi pour le public que je vise, hein, peut-être que pour le top management, c'est peut-être plus facile pour eux de conceptualiser certaines choses. Mais moi, pour le public que je vise, c'est assez difficile au départ, en fait, de démarrer. Et donc, c'est pour ça qu'on maquette quand même assez vite pour avoir quelque chose, un point d'ancrage, en fait. Voilà.
Ouais, puis en fonction des choix qu'on fait, parfois on se rend compte que ce qu'on avait prévu sur le cahier des charges, ça montre pas du tout ce qu'on veut montrer avec le choix de diagramme, enfin le choix de représentation qui a été fait. Donc de fait, tu as raison, on a souvent besoin de faire ce type ce type d'aller-retour pour donner de la visibilité. Et effectivement, ça dépend vraiment des publics et de la maturité des différents publics d'avoir ce type de chiffres clés. Là, on a présenté au mois de septembre ces chiffres clés de niveau établissement, et le premier public qui a été ravi, c'est notre direction de la communication qui s'est jeté dessus très très rapidement parce que effectivement c'est joli, c'est facile à utiliser et c'est facilement exportable pour tout un tas de rapports d'activité ou de plaquettes de présentation pour des visites du top management à différents endroits. Donc voilà, il y a des maturités qui doivent progresser aussi selon les métiers. C'est pas du tout péjoratif quand je dis ça, mais c'est vrai que dans notre métier de gestionnaire financier, ils avaient plutôt l'habitude d'aller directement dans l'outil financier puis de faire un certain nombre d'exports Excel. Qu'ils retravaillaient souvent fastidieusement, mais les habitudes ont été prises et du coup, faut les faire changer un petit peu de manière de travailler, et ça prend du temps et ça s'accompagne, et ça fait partie notamment, tu l'as pas dit Céline, mais on en avait parlé pendant la préparation, ça fait partie du gros boulot d'accompagnement au déploiement de l'outil, c'est d'accompagner les utilisateurs à le prendre en main et à changer leurs pratiques et à leur montrer que ce qu'ils avaient avant c'était peut-être bien, mais qu'ils peuvent le faire plus facilement, plus simplement avec DigDash et de manière hyper visuelle pour eux. Merci Christelle et Céline pour cette réponse. Il y a quelques autres questions qui sont posées dans l'Assemblée. Je vais essayer de vous les retranscrire. Alors la première, si vous pouvez faire des réponses assez courtes, parce que finalement, on est en train d'empiler 4 ou 5 questions supplémentaires. La première, c'est quelle est la fréquence de rafraîchissement des données? Donc j'imagine que ça dépend un peu des sources, mais si vous pouvez donner quelques... Oui, tout à fait. Alors c'est mensuel pour nos chiffres clés établissements ou annuel pour la vision annuelle. Et pour les données financières dont parlait Céline tout à l'heure, c'est toutes les nuits, puisqu'on est connecté à la prod. D'accord. L'autre question qui est posée, c'est depuis 2018, combien de personnes en ETP pour arriver à ce résultat? Je pense que c'est difficile à quantifier parce qu'effectivement, avec ces histoires de groupes de travail, etc., c'est aussi l'implication de toute l'organisation, c'est ce que vous disiez, et puis effectivement la conduite du changement qui est compliquée à mesurer quantitativement, j'imagine, mais si vous avez une réponse par rapport à ça. Non, mais par exemple, pour les chiffres clés établissements, là, on est on doit être sur un ETP lycée depuis le mois de juin. Voilà, si je liste tout, on a une personne qui a bossé sur les chiffres clés établissements depuis le mois de juin pour arriver à ce résultat-là. Je dis lycée sur différents profils. Okay. Et sur finance, hors groupe de travail, on est à 1,5. D'accord. Une autre question qui est posée, comment avez-vous pu mettre en place les habilitations pour accéder aux restitutions de vos laboratoires? Est-ce qu'il y a comment est-ce que la sécurité et les habilitations ont été mises en place sur les données? Alors oui, effectivement, on a des sécurités qui ont été mises en place. En fait, on est connecté pour le moment aux droits qui sont en place dans notre système d'information financier. Donc ceux qui ont des droits dans le système d'information financier selon un certain nombre de profils ont automatiquement les droits sur le même périmètre dans DigDash pour la partie financière. Donc c'est des flux automatiques qui sont de la même manière mis à jour toutes les nuits. Donc un agent qui acquiert des droits ou qui perd des droits un jour, le lendemain, il a ses droits mis à jour dans DigDash. Et sur les chiffres clés d'établissement, on est sur des fichiers de chargement en termes de sécurité aussi qui permettent de donner ou pas l'accès. Ok, très clair. L'autre question qui est posée, c'est comment vous assurez-vous de la fiabilité des données? Donc j'imagine qu'avec ce système, vous avez parlé de recettes et de oui, tout à fait. Tout à fait. On compare les données telles qu'elles existent sur les systèmes d'information métier, effectivement. Après, on reproduit exactement les données qui sont dans les systèmes d'information métier. Donc, s'il y a des erreurs dans les systèmes d'information métier, on les visualise de fait dans DigDash. Et on avait retenu l'idée de ce que faisait, je crois, Benoît. Dans le département de la Gironde, c'est d'offrir bientôt des onglets, mais plutôt pour les opérationnels
fonctionnelle pour détecter plus facilement les aberrations de données. Donc là, on serait plus pour couvrir un autre besoin que celui du top management, mais on pourra essayer de rendre visible plus facilement par Digdash les problématiques de qualité de données. Enfin, c'est ce qu'on fait déjà sur finance. On a déjà des sous-onglets où on a donc des alertes sur des données alors qui existent. Hein, donc c'est pas un problème Digdash, hein, c'est un problème de source de données. Et donc on a déjà ces onglets pour alerter. Et je crois qu'il y a une deuxième partie à la question, c'est comment on fait pour bien voir qu'on restitue bien la donnée dans Digdash. En fait, dans la partie recette, il y a une partie fonctionnelle, mais il y a également une partie qui est dédiée au contrôle des données. Est-ce qu'on retrouve bien les bonnes données aux bons endroits, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment dans la partie recette. Okay. Il y a une autre question qui est posée, alors c'est une question un peu plus technique, mais à la limite je pourrais presque y répondre, c'est est-ce que vous vous connectez à plusieurs bases de données en même temps? Est-ce que vous arrivez à croiser ces sources de données dans Digdash sans passer par de choses externes? Donc la capacité existe dans Digdash, après je ne sais pas si pour votre déploiement spécifique il y a eu ce besoin-là, peut-être que vous pouvez nous en parler si vous avez les failles techniques. Alors, je suis pas hyper technique, mais je sais qu'on est connecté à plusieurs sources de données, ça c'est sûr, puisqu'on est connecté à notre système d'information décisionnelle, on est connecté à PeopleSoft Oracle et on est connecté également à notre référentiel des structures. Donc là, on est sur des API, je crois. Oui, potentiellement, notamment par le système d'information décisionnelle, on sera amené à croiser les données. Pour l'instant, on les croise très peu entre données métiers, mais ça va arriver. Et on sait qu'on est capable de le faire. Voilà, et puis également, je pense que vous l'avez exprimé, des fichiers Excel qui viennent compléter un peu les informations. Donc ça, c'est pas un problème non plus de croiser des choses qui sont issues de sources complètement hétérogènes. C'est ça, tout à fait. Une dernière question qui est posée, alors c'est peut-être pas la dernière, parce qu'il y en a d'autres qui viennent se rajouter petit à petit. Quelle a été la phase la plus importante pour la construction des rapports? Est-ce que c'est plutôt l'aspect préparation des données, ou plutôt la construction des rapports eux-mêmes, ou peut-être une phase en amont de pilotage ou autre, la question? Alors, pour nous, ce qui a été le plus consommateur en énergie et en temps, c'est vraiment l'ergonomie. Le fait de créer les cubes, ça a été hyper facile. Le fait de créer les indicateurs, hyper facile et hyper rapide. Après, ce qui nous a pris beaucoup de temps, c'est comment on concevait nos pages, comment on les articulait, est-ce que ça permettait d'avoir une visibilité sur une page ou la nécessité d'utiliser l'ascenseur. Enfin, voilà, c'est vraiment l'ergonomie qui nous a beaucoup préoccupés et qui nous a vraiment généré beaucoup d'énergie. D'accord. D'ailleurs, je crois que vous avez été accompagné par quelqu'un de chez Digdash sur cette partie. Yes, tout à fait. Il y a une dernière question qui est posée. Comment avez-vous intégré les contraintes RGPD? Alors, j'imagine qu'effectivement, vous traitez de la donnée personnelle, notamment le nom des chercheurs, etc. Est-ce qu'il y a une contrainte qui existe pour le moment, ou alors, comme c'est un périmètre interne, vous la gérez pas réellement dans Digdash pour le moment? Alors effectivement, alors là pour les chiffres clés établissement, on n'a pas du tout de données personnelles, on descend pas du tout au grain de l'agent, donc on n'a pas du tout cette préoccupation-là. Par contre, tout à l'heure, c'est pour ça que je l'ai viré rapidement quand je faisais la démo, parce que je me suis aperçue de mon erreur. Sur les notes de frais, on voyait apparaître des données individuelles, donc je les ai vite cachées pour que vous les voyez pas. On a des noms de personnes et des matricules. En fait, on a les autorisations en interne et on sort sur des périmètres internes de public, donc public interne, et on a les autorisations, les déclarations simplifiées qui s'appliquent pour nos systèmes d'information métier, qui s'appliquent aussi sur ce décisionnel. Et dans la mesure où finalement on gère les droits, comme on le disait tout à l'heure, et les sécurités, les mêmes personnes qui accèdent aux données dans les systèmes d'information métier y accèdent dans Digdash. Donc de fait, on est sur des mêmes segments d'information personnelle qui apparaissent dans des outils différents, mais sur les mêmes périmètres. Donc on est couvert par les déclarations simplifiées qui s'appliquent sur ces métiers-là.